Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie numérique ou de la transition énergétique, mais qui est aussi coordonnateur du comité de soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Et c'est sous cette casquette que nous vous recevons ce midi, puisque la campagne présidentielle commence à s'installer, hein. Le premier tour a lieu dans moins de 3 mois, le 10 avril. Christopher Gégès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce comité de soutien à Emmanuel Macron a été installé très tôt en Nouvelle-Calédonie, pratiquement au lendemain du référendum. Pourquoi avoir fait ça aussi rapidement, alors qu'encore une fois, le chef de l'État n'est toujours pas candidat? Parce que c'est une envie qui se présente, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu forcément l'annonce du chef de l'État et d'Emmanuel Macron de se présenter, mais on a bien montré qu'il y avait eu des actes très forts de la part d'Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie et qu'il fallait le remercier et qu'il fallait souhaiter qu'il se porte candidat. Il n'est toujours pas candidat, mais on le souhaite et j'espère que ça se fera rapidement. Il a dit qu'il en avait envie. Mais quand est-ce qu'il doit se déclarer selon vous? Parce que vous savez qu'on commence à l'accuser de jouer un peu sur les deux tableaux, de mélanger les genres, de mélanger les comptes de campagne avec les comptes de la présidence. Ouais, vous savez, moi, j'ai été très longtemps, et je suis toujours d'ailleurs profondément sarkozyste. On reprochait exactement la même chose à Nicolas Sarkozy en 2012, et c'était les personnes qui étaient dans son gouvernement qui aujourd'hui lui reprochent à Emmanuel Macron exactement la même chose. Il se déclarera candidat quand il le jugera possible. Vous savez, le président de la République aujourd'hui gère une crise sanitaire qui est extrêmement compliquée, et donc je pense qu'il prendra toutes ses décisions le moment venu pour annoncer sa candidature, qui ne Alors, fait guère de doute malgré tout. on a noté ici la conjonction entre l'installation du comité de soutien à Emmanuel Macron et la visite du ministre des Outre-mer, qui est en charge, on le sait, de la campagne d'Emmanuel Macron, qui va être en tout cas en charge. C'est lui qui vous incitez à monter ce comité. On sait qu'il voit les élus un peu partout. Ça a été fait en concertation avec Sébastien Lecornu. Ça a été fait en concertation avec Sébastien Lecornu lors de sa dernière visite. Ça n'a pas été poussé par Sébastien Lecornu, parce que Sébastien Lecornu est venu en Nouvelle-Calédonie en tant que ministre de l'Outre-mer et pas en tant que responsable de la campagne d'Emmanuel Macron. Mais vu les fonctions qu'il aura à occuper dans la campagne, on l'a tenu informé de ça, et Sonia Lagarde, qui est présidente du comité de soutien, l'a informé de tout ça. Il était sur le territoire à ce moment-là. Nous, ce qu'on a souhaité vraiment, c'était pas forcément parce que le ministre était présent en Nouvelle-Calédonie, c'était vraiment pour, juste à quelques jours du référendum, remercier Emmanuel Macron de ce qu'il a fait pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que organiser les 3 référendums en 3 ans pendant son mandat, sortir le document du oui et du non, fixer la date, maintenir la date, et je crois qu'il y avait une nécessité de remerciement de la part des élus calédoniens rapide après le résultat du 12. Ah, ça, c'est parce que, on a envie de vous dire, c'est parce que ça s'est bien terminé, que le non l'a emporté, effectivement. Mais dans la gestion du dossier lui-même, il y a eu quelques petits grincements pendant ces dernières années. Il y a eu la fixation de la question qui n'était pas forcément celle que les loyalistes attendaient. Il y a eu l'inscription automatique des natifs de droit coutumier et pas de droit commun. Il y a eu un document de l'État qu'on a attendu enfin, pendant les deux premiers référendums avant de l'avoir pour le troisième. Donc, vous vous basez essentiellement sur les 6 derniers mois de la gestion? Vous savez, le document de l'État sur les conséquences du oui et du non, on l'a attendu depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on l'a attendu depuis 20 ans, depuis au final la signature de l'accord de Nouméa, et où je crois que chaque parti politique, j'étais en troisième au moment de la signature de l'accord de Nouméa, mais aucun parti politique, que ça soit de droite ou que ça soit de gauche, n'a fait le travail qui a été fait par l'État sur le document du oui et du non et ses conséquences. Je crois qu'on doit particulièrement à ce gouvernement ce travail-là. Ensuite, il y a eu des couacs ou des incompréhensions sur certaines choses. Sur la question, c'est sûr qu'on aurait préféré voter oui à la France plutôt que non à l'indépendance. Ça aurait été plus facile pour faire campagne, mais ça a été comme ça. Nous, ce qu'on retient, c'est que les Calédoniens ont voté 3 fois non à l'indépendance. C'était pas forcément aisé de fixer cette date, de maintenir cette date, et ça, on le doit aujourd'hui au président de la République et à son ministre des Outre-mer. Qui ne sera plus ministre des Outre-mer quoi qu'il arrive. C'est pas lui qui gérera le dossier après, même si aujourd'hui vous soutenez Emmanuel Macron, vous savez que Sébastien Lecornu va
vraisemblablement être appelé à d'autres fonctions. J'espère à d'autres fonctions encore plus importantes, mais je crois que Sébastien Lecornu a un attachement particulier pour la Nouvelle-Calédonie. On l'a vu, hein, c'est-à-dire on a vu peu de ministres des Outre-mer autant impliqués, autant venir en Nouvelle-Calédonie, autant essayer de comprendre le dossier calédonien, de casser certains codes aussi, hein, c'est-à-dire que de ne pas réunir forcément un comité des signataires pour se débarrasser du dossier et finalement mettre tout le monde autour de la table. Il a pris le temps de discuter avec les uns et les autres, pas que avec les loyalistes, mais aussi il a pris le temps de discuter avec les indépendantistes, que ça soit à OVA, que ça soit sur la côte Est. Il a pris de nombreuses heures pour discuter avec les uns et les autres, et je crois que cette implication, elle a été remarquable. Et au-delà de ce qu'on peut penser d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, et d'Édouard Philippe aussi, qui a fait un travail remarquable, je crois qu'il y a la reconnaissance du ventre à un moment. C'est-à-dire que les Calédoniens, même s'ils ne partagent pas forcément toute la politique nationale d'Emmanuel Macron, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il a fait le job, et plus que le job. Parmi les points noirs, pour rester dans ce domaine, il y a eu l'histoire du contrat du siècle manqué avec les sous-marins australiens. Il n'y a pas eu là un manque d'implication de la part d'Emmanuel Macron et de son gouvernement dans la région Pacifique? Même s'il parle de l'axe Indo-Pacifique en permanence, on a eu l'impression qu'il y avait un décrochage et avec des conséquences peut-être diplomatiques dans la région, quoi. Ouais, je crois que ce qui a été dealé au niveau des Australiens a été fait. Le président aurait pu faire tout ce qu'il voulait. C'était dealé à d'autres moments et avec d'autres implications, notamment avec les États-Unis. Je crois que le président de la République a montré justement son attachement à la région Pacifique et avec sa volonté d'inclure la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui nous apporte dans un plan de France 2030 qui est une approche globale au niveau national. Comment est-ce que vous voyez la suite maintenant? En imaginant que le candidat que vous soutenez soit élu à la présidentielle, soit réélu en tout cas. On l'a dit, c'est pas Sébastien Lecornu qui s'occupera du dossier, mais il a déjà fixé une feuille de route jusqu'en juin 2023. Les indépendantistes ont dit qu'ils ne voulaient pas parler avant la présidentielle. Comment est-ce que vous voyez la suite des choses? Est-ce qu'on va pas perdre un peu de temps naturellement parce que ça va être très difficile de tenir ce calendrier de discussion? Non, je pense que les indépendantistes ont considéré qu'ils voulaient discuter après les élections présidentielles. C'est leur choix. Le ministre a écrit à chaque élu calédonien en confirmant cette volonté de discuter après cette période présidentielle. Néanmoins, il n'a pas dit qu'il allait rien se passer avant les présidentielles. Il a demandé, je crois que vous avez reçu le haut-commissaire récemment pour travailler sur un grand débat au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour intégrer la société civile justement à ces discussions. Pour nous, déjà, c'est une volonté forte aussi de la part des loyalistes que la société civile prenne sa part dans les discussions de sortie et donc que ce grand débat puisse interroger les Calédoniens sur ce qu'ils souhaitent sur l'avenir. C'est l'accord qui sera défini au terme de ces 18 mois et peut-être même avant, ça ne sera pas un accord où les Calédoniens ne seront pas associés. Donc vraiment, il faut que ces 6 premiers mois soient utiles. Et selon vous, quelle solution d'avenir Emmanuel Macron, s'il est réélu, défendrait pour la Nouvelle-Calédonie? Parce que finalement, aujourd'hui, on a l'assurance du maintien de la Calédonie dans la France, mais il y a encore un certain nombre d'incertitudes sur la redéfinition des liens entre la France et la Nouvelle-Calédonie, et puis quel statut pour l'avenir. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron a une idée précise de ce à quoi ça doit ressembler? Ou est-ce qu'il pense que c'est aux Calédoniens vraiment de le définir? Non, je pense que le candidat Macron présentera exactement ce qu'il souhaite pour la Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, il l'a dit plusieurs fois, c'est aux Calédoniens de définir quand même leur propre projet de société. Mais le candidat, quand il sera candidat, et je le souhaite assez rapidement, pourra faire des propositions qui seront vraiment une volonté forte de l'État de s'impliquer en Nouvelle-Calédonie. On a été très longtemps abandonné par la France, par l'État au niveau local sur l'implication de l'État. Aujourd'hui, on a un État qui s'implique et on ne peut pas le reprocher à l'État de soit trop s'impliquer, de soit pas assez s'impliquer. Là, on a un État qui souhaite prendre sa part aux discussions comme partenaire et donc salue ça. Vous pourriez être associé éventuellement, vous qui soutenez sa candidature à la définition de son programme pour la Nouvelle-Calédonie ou de ses projets pour la Nouvelle-Calédonie? Je pense que le ministre a fixé le cadre ça, c'est-à-dire qu'il y aura les différentes forces politiques qui sont présentes au Congrès qui seront associées. C'est pas une question de
de soutien au président de la République ou pas. C'est une représentativité locale, à la fois politique et de la société civile. Donc il y aura une représentativité qui ne sera pas par rapport à un soutien au présidentiel. Parmi les pistes, est-ce que Emmanuel Macron est favorable, ou Sébastien Lecornu, à la réouverture du corps électoral? On sait que ça va être l'un des points durs des futures discussions. Sur ça, je pense que ça a été extrêmement clair, notamment sur les conséquences du oui et du non et le document qui a été fait par l'État. Le corps électoral sera réouvert après la fin de l'accord de Nouméa. Et donc, ils l'ont écrit. Même pas une question de savoir s'ils sont favorables ou pas favorables. C'est eux qui ont sorti ce document avec l'inscription très claire de la réouverture du corps électoral, à contrario de certains qui ont voté ce gel du corps électoral, d'autres candidats. Alors, ce comité de soutien à Emmanuel Macron, qui est donc présidé par Sonia Lagarde, vous en êtes le coordonnateur, ça veut dire, c'est vous qui êtes un petit peu la cheville ouvrière, on va dire, c'est vous qui allez mener un peu les actions de campagne, les thèmes de campagne, la manière dont ça va se dérouler sur le terrain? Ouais, on a un comité de soutien qui s'est créé en décembre, donc avec Sonia Lagarde qui préside ce comité de soutien. C'était ce qu'on a appelé un petit peu les historiques. C'était ceux qui soutenaient depuis longtemps le président de la République, avec Isabelle Lafleur, Nicolas Metzdorf, maire de La Foix, Willy Gattuot, Patrick Roblin. Et donc, ce que nous a dit les états-majors parisiens pour l'organisation de la campagne, c'est qu'ils souhaitent beaucoup s'appuyer sur les communes pour avoir un relais local. Et donc, ça a une nécessité de se coordonner sur le terrain. Et donc, ouais, j'assurerai la coordination. Après avoir assuré la direction de campagne pour le référendum, j'assurerai cette coordination-là. Mais on va avoir des soutiens qui vont se mobiliser dans les prochains jours. On a déjà eu Sonia Backès en début de semaine. On a eu 8 autres élus provinciaux qui l'ont fait il y a quelques jours de ça. Et on aura encore d'autres élus. Et on appelle également la société civile à participer à ce comité de soutien. À se manifester, à adhérer à au comité de soutien, Exactement. formellement? Exactement. Donc on aura une page Facebook et un site internet qui renverra justement à l'adhésion à ce comité de soutien qu'on souhaite le plus large possible pour participer à des actions de terrain pour soutenir le président. Alors vous le disiez, hein, ce sont les macronistes historiques, entre guillemets, qui ont créé ce comité de soutien. Depuis, ça se bouscule, vous y faisiez allusion. Quand vous voyez tous ces ralliements, c'est quoi votre réaction? Ça vous fait plaisir en vous disant, bah, finalement, on est beaucoup à soutenir Emmanuel Macron, ou vous avez l'impression que c'est un peu les ouvriers de la 11e heure qui arrivent aujourd'hui, alors qu'on parle, enfin, alors que Emmanuel Macron est en tête dans les sondages, quoi. Vous savez, Emmanuel Macron, il n'était pas du tout connu en 2017. Enfin, il était connu comme membre du gouvernement de François Hollande. Il avait fait des déclarations qui avaient pu choquer en Nouvelle-Calédonie de la colonisation comme crime contre l'humanité. On n'était pas beaucoup à l'époque à le soutenir. Vous, Et ça, à l'époque, ce genre de déclaration, justement, ça vous avait pas heurté, ça vous avait pas choqué? ça, c'était sorti du contexte, c'était sur une vision très métropolitaine. Je pense que le président de la République a beaucoup appris au cours de son mandat sur cette partie-là également. Moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron pour le dynamisme qu'il mettait pour faire remonter la France. Et si on a le temps de parler aussi de la politique nationale, On va y venir, on va y au venir. niveau de la politique nationale, enfin, moi, je suis entièrement satisfait de ce qu'il a pu faire. Mais sur les nouveaux soutiens, enfin, c'est des gens qui sont pragmatiques et qui ont regardé l'action du président pendant 5 ans et qui ont vu l'implication qu'il a menée, comme aucun président, je pense, a pu le faire, sur la Nouvelle-Calédonie, sur le fait quand il est venu en Nouvelle-Calédonie en 2018, il y a eu des discours qui ont été extrêmement forts au théâtre de Lille et qui ont été salués par l'ensemble de la classe politique. Il y a des risques aussi qui ont été pris, hein, de se déplacer à Ouvéa alors que tout le monde lui disait qu'il fallait surtout pas y aller. Et ça a été un moment extrêmement fort d'un camp comme de l'autre de réconciliation. Et ensuite, il y a eu tout le travail qui a été mené sur le référendum. Et donc, les personnes qui aujourd'hui, et je salue vraiment leur adhésion au comité de soutien, aujourd'hui, disent simplement merci pour le travail qui a été fait. On a souvent tendance à critiquer les politiques et notamment les politiques nationaux. Et là, il a fait vraiment le job pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, soutien pour sa politique en Nouvelle-Calédonie, on l'a bien compris, mais on élit le président de la République française. Globalement, vous estimez également que son bilan de ces 5 ans à la tête de la République est un bilan favorable, un bilan que vous soutenez là aussi et que vous voudriez voir renouvelé pour 5 ans. Totalement. Enfin, je pense que si
il n'avait pas eu des gros bâtons, enfin même des tubes de fer dans les roues, le bilan serait encore meilleur aujourd'hui. Mais quand on doit gérer à la fois les gilets jaunes, à la fois des crises Covid successives, le bilan est plus que positif. On voit que la France aujourd'hui, c'est plus de 7% de croissance. Enfin, 7% de croissance aujourd'hui, enfin, ça s'était jamais vu, même s'il y a un rattrapage. On est à 8% de chômage. La France, depuis 2 ans, est le pays le plus attractif d'Europe. C'était jamais arrivé depuis bien longtemps, et ça, c'est les politiques qui ont été menées. On va avoir 10 000 fonctionnaires de plus dans les forces de l'ordre à l'issue du quinquennat. Donc vraiment, il y a eu un travail qui a été remarquable. Un endettement colossal. Vous allez me dire que c'est à peu près tous les pays du Ouais, le monde pour monde faire entier, face à le monde entier à la s'est crise endetté. Covid. Oui, le monde entier s'est endetté. Enfin, je rejoins la formule qui avait été faite par Gérald Darmanin quand il n'était pas ministre de l'Intérieur, mais qui était membre du gouvernement en charge du budget, qui disait qu'on avait le choix entre l'endettement et la faillite. Il a fait le choix de l'endettement, ce qui a permis de sauver des milliers d'emplois, des millions d'emplois peut-être, et de nombreuses entreprises, et que la France, et j'espère la Nouvelle-Calédonie à terme, puisse retrouver le chemin de la croissance économique. Ses adversaires lui font le reproche d'une absence de politique de sécurité. On sait que c'est l'un des thèmes qui va être, ça va être l'un des thèmes de la campagne présidentielle, avec l'insécurité croissante en France. Est-ce que vous estimez que dans ce domaine, il a peut-être pas pris la mesure de la situation? C'est compliqué pour nous d'appréhender ce qui se passe en métropole. Enfin, c'est compliqué de commenter ce que vivent les gens dans des quartiers sensibles ou d'autres villes avec de l'islamisme radical, avec du terrorisme et tout ça. Mais enfin, je regarde le constat de sa promesse qui était de créer 10 000 forces de l'ordre, personnel de forces de l'ordre supplémentaires à terme du quinquennat. Ça sera fait. Il a tenu sa promesse là-dessus. Mais je préfère regarder ce qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Enfin, je pense que chacun a pu voir ce qui s'est passé lors de l'organisation du troisième référendum. Lors de l'organisation du troisième référendum, on a eu une inquiétude des Calédoniens après ce qui s'était passé lors du deuxième. On avait fait remonter justement ces inquiétudes auprès de l'État, et la réponse a été très très forte de la part de l'État, avec des forces de l'ordre en quantité qui ont été envoyées et qui ont fait que peut-être que ça s'est bien passé grâce à ça. Il reste que Emmanuel Macron est une personnalité peut-être un peu difficile à cerner, peut-être d'autant plus quand on est aussi loin. On lui reproche notamment son arrogance, voire sa méconnaissance du peuple français. D'ailleurs, vous le disiez, il a dit lui-même j'ai appris et j'ai appris à le connaître. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Vous estimez qu'au contraire, c'est un jeune président moderne et que sa manière d'être n'a pas autant d'importance que ça? Ou que vous ressentez pas d'arrogance peut-être dans ses propos? Je ressens absolument pas d'arrogance dans ses propos. Enfin, vous savez, Emmanuel Macron, il a fait une chose, c'est les grands débats notamment, où il a pris le temps d'aller à la rencontre des Français pendant son quinquennat, avec des débats parfois de plus de 6 heures, avec de prendre le pouls de la France en allant dans les villages, dans les villes, dans les grandes villes, pour échanger avec les Français. Il y a eu des paroles qui peuvent choquer, mais parfois, vous savez, pour faire bouger les choses, il faut peut-être parfois choquer un petit peu. Sa dernière sortie sur son envie d'emmerder les non-vaccinés, ça fait du bruit. C'était le but. Ouais. Vous, ça vous a pas choqué? Vous estimez qu'il a eu raison que même chef de l'État, il peut tenir ce genre de propos et qu'il a eu raison de les tenir? Oui, je pense qu'il a eu raison de les tenir. On est vraiment sur une... Enfin, vous savez, sur la question de la crise Covid, et peut-être encore un peu plus en métropole, qui a encore plus connu les effets du confinement, le ralentissement économique, avec des restaurants, des salles de spectacle qui sont restés fermés pendant un an et demi, et on est à 90% de vaccinés en métropole. Et donc, il reste 10% de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Et je crois que le président de la République n'a fait que traduire justement le fait que les Français sont un petit peu exaspérés du fait de prendre des mesures extrêmement restrictives pour des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Ensuite, ça ne nous empêche pas de continuer à expliquer les bienfaits de la vaccination, de comprendre qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont des maladies ou d'autres sujets. Mais je soutiens totalement l'analyse du président de la République qu'il faut mettre toutes les conditions possibles pour favoriser aujourd'hui les personnes qui ont fait l'effort de se faire vacciner. Le pass sanitaire qui est en train d'être voté en métropole,
devrait s'appliquer en Nouvelle-Calédonie. C'est une bonne chose. C'est adapté aussi à la situation calédonienne, selon vous? Oui, on va avoir Omicron qui rentre en Nouvelle-Calédonie et qui rentre en Nouvelle-Calédonie. Le taux d'incidence va forcément augmenter dans les prochaines semaines. On a eu une discussion en séance du gouvernement. Il n'est pas question aujourd'hui de reconfiner ou de prendre d'autres mesures restrictives, mais justement d'inciter à la vaccination. Et donc la mise en place de ce pass vaccinal permettra justement d'inciter encore un peu plus à la vaccination. Selon vous, est-ce que la campagne présidentielle, peut-être pas tant ici, mais en tout cas en métropole, est-ce qu'elle va être complètement phagocytée, dominée par la crise sanitaire et par la gestion de la crise sanitaire? Et est-ce que c'est pas un peu dommage que ça se fasse au détriment des grands sujets vraiment de politique régalienne? Ensuite, chacun pourra poser ses sujets, hein. Ils pourront chacun évoquer les sujets qui le souhaitent. Bien entendu, la crise Covid va revenir, comme on l'a eu d'ailleurs, hein, sur la campagne référendaire où on devait parler d'autres sujets et on a eu des contraintes à la fois pour organiser des réunions, mais finalement on a pu le faire et on voit qu'en métropole ils tendent vers les mêmes solutions, mais également sur le sujet qui sera abordé souvent. On voit que le président de la République a abordé le thème de la sécurité récemment. Il a abordé d'autres thèmes sur l'économie. Il a abordé un thème qui est extrêmement important et j'ai pas entendu d'autres candidats pour le moment de parler de ça, de France 2030, de donner une vraie vision à la France et de comment, nous on souhaite que la Nouvelle-Calédonie puisse s'inclure dans ce plan France 2030. Il y a 10 objectifs dans lesquels la Nouvelle-Calédonie peut s'inscrire sur la décarbonation de l'industrie, sur le développement de l'hydrogène, sur le développement des fonds marins, sur l'autosuffisance alimentaire. Donc tant de sujets sur lesquels je pense que le programme du président de la République sera le programme de ce qu'on défendra en Nouvelle-Calédonie également. Oui, voilà, comme coordonnateur de la campagne, vous allez reprendre les thèmes du candidat quand il sera déclaré, ou il y aura une campagne strictement calédonienne sur des thèmes qui seront purement calédoniens. Vous voyez les choses comment? Bon, ça sera un petit peu les deux. Il y aura forcément des thèmes qui toucheront la Nouvelle-Calédonie dans le programme du président. Déjà, le programme sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y aura un sujet sur notre belle île. Mais ensuite, il y aura des thèmes nationaux qui toucheront, bien entendu, la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, on a des sujets locaux. Je parlais tout à l'heure de remerciements sur la partie institutionnelle, sur l'organisation à la fois des référendums, du document du oui et du non, de la fixation de la date. Il y a un remerciement également sur l'accompagnement économique et sanitaire qui a été fait par ce gouvernement. Ils ont pas, j'étais dans le 16e gouvernement, je suis toujours dans le 17e gouvernement, mais quand on a fait appel à l'État pour nous aider, pour avoir des vaccins, pour avoir une réserve sanitaire nationale, il n'y a jamais eu un non de la part de ce gouvernement. Comme sur le fait d'étendre à la Nouvelle-Calédonie le fonds de solidarité ou d'avoir des fonds pour accompagner le chômage partiel. Ils nous ont accompagnés et ils nous ont rien demandé en retour. Vous savez bien ce que disent les indépendantistes, c'est l'État, c'est normal, on est la France, c'est l'État, il est normal qu'il aide comme ça. Vous pensez que un autre gouvernement aurait pu réagir différemment? Oui, très clairement. Oui. Très clairement. Je suis pas très vieux en politique, hein, mais j'ai eu l'occasion déjà de voir d'autres gouvernements et des gouvernements de droite qui n'avaient pas le même attachement vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous êtes membre de l'Avenir en Confiance, élu de l'Avenir en Confiance. Au sein de votre groupe, il y a de tout, hein. Pour l'instant, on sait déjà qu'il y a des soutiens de Valérie Pécresse, des soutiens de Marine Le Pen, des soutiens d'Éric Zemmour, des soutiens d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça va peser ou dans vos campagnes ou dans la vie de l'Avenir en Confiance, dans les décisions que vous allez prendre? Ou est-ce que sur les sujets purement calédoniens, vous continuez à avoir à peu près les mêmes positions et à défendre les mêmes thèmes? Non, on reste sur les mêmes positions au niveau local. Chacun a sa vision institutionnelle et puis que la campagne se fasse et qu'on se retrouvera sur d'autres sujets. Je vois le sujet de la fiscalité qui est en cours aujourd'hui. Il y a une position qui est commune de la part de l'Avenir en Confiance. Justement, sur cette réforme de la fiscalité, son examen a été reporté. En tant que membre du gouvernement Avenir en Confiance, vous vous êtes opposé à cette délibération. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que est-ce que le gouvernement va devoir revoir sa copie? Est-ce que c'est le Congrès qui va devoir réécrire les choses? Est-ce qu'il y a une majorité pour voter le texte préparé par le gouvernement Mapou? Quelle est votre opinion sur ce sujet? Vous savez, sur ce texte, en séance du gouvernement, on a indiqué aux membres du gouvernement en charge de la fiscalité, Gilbert Thuyenot, que c'était précipité, que c'était pas la bonne réponse
au problème de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle doit revenir sur des choses essentielles qui sont d'abord la confiance. Et la confiance, ça passe par une discussion réelle avec la société civile et avec les partenaires socio-économiques. Il n'y a pas eu de discussion sur cette délibération, sur le retour de la croissance qui permettra justement de dégager des recettes nouvelles. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de plan de relance qui est établi sur cette partie-là. Et enfin, l'équité. L'équité, c'est vis-à-vis des Calédoniens, c'est s'imposer à soi-même ce qu'on demande aux autres, c'est-à-dire une baisse d'abord des dépenses publiques avant de demander une taxation supplémentaire. Et donc aujourd'hui, ce texte, il est arrivé sur le bureau du Congrès, il est arrivé ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait indiqué en séance du gouvernement, c'est-à-dire qu'il est bloqué au Congrès parce qu'il y a eu un manque de concertation et que ce texte n'est pas abouti sur d'autres piliers que sont justement la maîtrise des dépenses publiques et la croissance. Aujourd'hui, c'est aux membres du gouvernement concernés qu'il faut poser la question. Moi, j'étais en charge de la fiscalité dans le précédent gouvernement et en charge de la relance économique. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les acteurs parce que c'est que comme ça qu'on arrive à passer une réforme qui rassemble tout le monde. Aujourd'hui, chacun devra prendre ses responsabilités au moment venu. Et question peut-être un peu provocatrice, mais un mois après la victoire du non pour la troisième fois dans un référendum, après le refus de l'indépendance pour les Calédoniens, est-ce qu'il est normal que rien n'ait changé, qu'on soit toujours dans la même situation, que le gouvernement, à majorité indépendantiste, même si les collégiales puissent présenter des réformes sans concertation et sans l'accord de la majorité des élus? Très clairement, aujourd'hui, il y a un problème de représentativité, c'est-à-dire que les Calédoniens ont voté 3 fois non à l'indépendance. Le gouvernement est présidé par un indépendantiste, le Congrès est présidé par un indépendantiste, 2 provinces sur 3 sont présidées par des indépendantistes, le César récemment est présidé par un indépendantiste, donc non, ça ne pourra pas durer encore très longtemps. Alors, prochaine échéance, donc c'est maintenant l'élection présidentielle, le 10 avril et le 24 avril, et ensuite les élections législatives, dans la foulée de la présidentielle. Elles auront de l'influence, les candidats aux législatives, leur identité, leur campagne sera forcément liée à la présidentielle ou comment vous voyez les choses? Et vous-même, est-ce que vous serez éventuellement candidat? Non, je ne serai pas candidat, enfin, en tout cas, pas que je sache. Mais je crois que vous savez, la question des présidentielles influera forcément sur la question des législatives. Mais ce que chacun demandera, une investiture, mais il y a beaucoup de conditions à réunir sur les législatives et je crois qu'il est un peu tôt pour en parler. Laissons les présidentielles se faire tranquillement, que déjà chacun se déclare. Ensuite, chacun se déclarera pour les législatives en temps voulu. Mais d'abord, step by step, en faisant d'abord les présidentielles et ensuite on passera aux législatives. Mais on peut penser que la REM aura des candidats certainement, oui. Qui seront accrédités, qui sont présentés par La République En Marche. Certainement. Premier objectif, donc la campagne présidentielle, là maintenant. Vous attendez avec impatience que votre candidat se déclare effectivement? Oui, exactement. On attend la déclaration du président. C'est pas à nous c'est pas à aucun comité de soutien et à aucune personne de lui imposer son calendrier. Vous savez, j'arrive même pas à imaginer, mais la déclaration à la candidature d'une présidence de la République et à un nouveau mandat, je pense que ça se pèse. Enfin, il a indiqué qu'il a très envie, et nous on a très envie qu'il se présente, mais ce choix, ça lui appartient réellement, mais en tout cas nous on sera là, et avec d'autres personnes qui viendront soutenir. On a eu le premier comité de soutien, les premières personnes qui se sont affichées en décembre, on en a eu des nouvelles là, on en aura encore la semaine prochaine. On a un calendrier qui est prévu justement de personnes qui viendront soutenir le candidat. De personnalités calédoniennes de personnalités calédoniennes qui vont se rallier progressivement. On fait ça au fur et à mesure. On ne va pas tout déclarer d'un coup. Ça serait bête pour la presse. Donc autant faire vivre les agendas médiatiques. Mais notre volonté vraiment, c'est de s'impliquer. Parliez des législatives. On ne veut pas s'impliquer pour les législatives. On veut s'impliquer justement parce qu'on croit dans la politique du président de la République, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Je le disais en début d'interview. Il y a un moment, il faut savoir dire merci. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître que le travail il a été fait par ce président et par son équipe, et à tous les stades d'ailleurs. C'est-à-dire que par Édouard Philippe quand il était Premier ministre, par Sébastien Lecornu quand il était ministre de l'Outre-mer, par Patrice Faure aujourd'hui qui est au commissaire. Quand le travail il est fait par l'État et quand le travail est bien fait, il faut savoir le dire. Et il faut savoir être reconnaissant, et être reconnaissant, c'est voter Emmanuel Macron lors de la présidentielle. On est déjà en pleine campagne. Christopher Gégès,
coordonnateur du comité de gestion, du comité de soutien à Emmanuel Macron. Merci d'accepter notre invitation dans Merci à le vous. magazine Transparence. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Vous pourrez le retrouver dans quelques instants en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi.